Bonsoir, bonsoir à tous. Vous l'avez remarqué, c'est que de nouveautés pour cette saison de Noël sur le plateau du Grand Talk. Eh bien oui, Brice a minci, Brice a clairci, Brice a changé et vous retrouvez toujours Rayana assis ce soir, mais pas toute seule puisque je suis en compagnie donc, de mes collaborateurs, de mes collègues, de mes amis. Donc je vais saluer qui d'abord Bon allez, galanterie oblige, c'est ma sœur femme, Isabelle Vauvor ce soir. Salut Raya. Bonsoir Isabelle. Salut à tous, bonsoir chez vous. Ça va bien? Ça va très bien Rayou. D'accord. Daouda? Ça va très bien. Daouda, toi, tu es Rayana? calme hein, ou bien c'est quoi? Non, je suis pas calme. J'ai pas vu de ça. C'est vrai en plus. Il est stupéfait. C'est stupéfait. Plus c'est devenu trop clair. Ben, fallait bien un moment, tu vois, et qu'il m'insiste un peu aussi. Hein. Élisée, comment tu vas? Très bien, Rana. Très très bien même. Surtout Toi, que je te vois là. t'es tout peps. Hein. On sent que le plateau est illuminé. Pourtant, je trouvais quand même qu'on avait assez de lumière. Mais bon, trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est pas faux. Ouais, dit-on. Et le doyen, le plus apprécié des réseaux sociaux, Alain Toussaint. Bonsoir Alain. Comment ça va? Ça va très bien. Et Ben, toi? Bienvenue. Hein? Bienvenue, bienvenue. Donc, Comment est-ce que vous préparez les fêtes de Noël, déjà, très rapidement? Isa, ton sapin est prêt? Non, enfin. Elle est dans le déménagement. Non, mais en fait, j'ai terminé mon déménagement, Enfin. mais je vais fêter Noël en famille avec Tu vas des habiter amis. à Montréal, c'est ça? Qui En t'habite? fait, tu vas pas Non, changer. non, Quoi. Tu es vieille, tu vas dire ta maman dans encore. Cocody. Non, je fête Noël en famille. Enfin, Oui, mais voilà. bon, tu vas aller manger nourriture de tes parents. Mais et toi, Daouda, qu'est-ce que tu as prévu? Tu manges Bah, nourriture je des mange, parents je suis aussi? musulman, je ne fête pas de Noël. Mais on Je mange t'invite. normalement. Bah, viens, je t'invite chez ma mère, on va. Non, non, je on va préfère aller manger. chez quelqu'un qui est indépendant, chez qui je peux manger, me mettre à l'aise. Non, mais t'es sérieux? Ouais. Là, Bon, on sait que Élisée lui sera à l'église, ça on le sait. Ouais, ben. Très spirituel comme d'habitude. Oui, on va aller à l'église, mais quand même après l'église aussi, il y a la famille. Hein. Il y a les Forcément. parents, il y a les amis, c'est une occasion. Vous savez qu'on fait un métier qui est très prenant, on n'a pas souvent le temps en tout cas d'être avec ceux-là qu'on aime, ceux qui nous apprécient. Donc ces occasions, on profite pour nous rapprocher, en tout cas de ses parents-là, de la Et famille. Alain, de qui tu vas te rapprocher toi pour ce Noël? Pas loin d'Abidjan, quelque part dans la zone. Oh non! Ouais. C'est bizarre, ça. J'imagine! Moi, À je sens qu'il va aller quelque part à Sini, en bordure de mer. J'ai Alors reçu là, une nous- invitation, donc je vais l'honorer. C'est clair. Alors nous aussi, on va prendre une autre destination, c'est celle de la grande révision de Brissano. Mais déjà, Donc, toi, tu passes Noël où? Ben, en famille, j'ai décidé de rester en famille. C'est vrai que j'ai 2 dîners de famille qui s'enchaînent. J'ai une famille, j'ai beaucoup de familles un peu partout, donc je suis invitée, j'ai Très ma bien. famille, j'ai de tout. Ce sera un peu plus calme, Ah, bah, c'est mais il y cool. aura un petit show quand même à la fin. Je vais aller c'est un peu en l'essentiel. dehors d'Abidjan également. Je pense qu'on s'y verra. On s'y verra Pensons à se certainement. croiser, je pense. C'est les gens qui aiment la vie Rayana. d'Assini, là. Rayana a rejoint le camp d'Alain, l'aristocrate. La Donc, c'est genre les affaires marchent, bravo, les affaires marchent, bravo. Les affaires marchent bien, effectivement. Donc, on part pour la grande révision. Et le premier sujet, quand même, c'est... Ah, tu parlais de marche, tiens, c'est des gens qui marchent aussi. Mais pour le coup, ce sont des policiers. Donc, on en dénomme quand même une quarantaine. Daouda, est-ce que tu peux nous en parler? Non, en fait, pas des policiers, mais plutôt des docteurs Des docteurs, pardon. non des docteurs, oui. recrutés c'est ça. qui ont décidé de marcher aujourd'hui sur la primature. Parce que docteur Derou Simi, que j'ai eu à avoir au téléphone, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on a arrêté 46 de tes membres. Il m'a dit que après la sortie du Premier ministre Patrick Hachi, lors de son grand oral, où il a dit que le docteur devait se réorienter, eux, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas la bonne information et qu'eux, ils allaient lui porter la vraie information. Donc, selon ce qu'il m'a dit, ils ont déposé plusieurs courriers à la primature sans réponse. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé de marcher sur le plateau. Leur marche a commencé au niveau de la pyramide. Mais quand ils sont arrivés au niveau du district, l'hôtel du district d'Abidjan, c'est là que leur marche a été stoppée net par les forces de sécurité qui ont arrêté 46 de leurs membres. Donc, en gros, voici les faits. Ok, et on précise que ce sont des doctorants donc, qui sont normalement appelés à rentrer maintenant en Des plein docteurs. dans la carrière professionnelle. Alain, que penses-tu de cette situation? Mais écoutez, je pense qu'ils n'ont fait que répondre à l'invitation du Premier ministre, puisque le 21 novembre, lors de sa conférence de presse, tout en regrettant que ces personnes-là n'aient pas encore un emploi ou même ambitionnent de travailler à la fonction publique, les avait invités donc, à une discussion. Hein. Dans ses propos, il a dit « on se verra bientôt ». Ils ont envoyé du courrier, Daouda l'a rappelé à plusieurs reprises, sans suite.
Et donc, ils sont allés se rappeler au bon souvenir du Premier ministre qui est occupé ces derniers temps à poser beaucoup de premières pierres. C'est pas mal, mais je pense qu'il est important de répondre quand même à cette préoccupation. Mais est-ce que, bon, oui, ils répondent d'une façon ou d'une autre à cette pseudo-invitation, mais est-ce que c'était la bonne manière, Isabelle? Moi, je pense que c'est un coup de com' qu'ils ont voulu faire. Voilà. Donc, ils ont marqué le coup aujourd'hui. La preuve, on en parle sur le plateau du Talk. Donc, je pense que c'est réussi pour eux. Après, est-ce qu'ils vont avoir une réponse favorable à leur requête? Là, toute la question se pose. Et Daouda, toi qui as eu un interlocuteur, est-ce que tu sais s'ils avaient une autorisation? Parce que je sais que généralement, pour faire des marches, ça s'inscrit quand même dans un cadre. Hein. Je lui ai posé la même question. Il m'a dit qu'ils ont déposé un courrier parce que je m'inscris dans ce qu'il a dit. Docteur Simi Derou. Il a déclaré la marche à la préfecture de police, mais ils n'ont pas eu de réponse. Bah donc, ils n'avaient pas d'autorisation. Voilà, ils n'avaient pas d'autorisation, mais il faut dire que la marche elle est déclarative. Mais là où moi je vais aller un peu plus loin, c'est que leur aspiration au travail est légitime. Mais j'estime que la méthode qui a été utilisée n'est pas la bonne. Parce que quand tu donnes un courrier, pas les docteurs non recrutés, parce que quand tu déposes un courrier, il faut attendre d'avoir une réponse. Quand tu n'as pas encore de réponse, tu ne peux pas te lever de ton prochain. On estime que tu n'as pas l'autorisation finalement. Vous dites que la marche est déclarative. Et non, puis, moi je parle même depuis la primature en fait. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est ce qu'on dit souvent sur ce plateau. Très souvent, les effets de communication sont rattrapés par la réalité. Hier, on avait un représentant du RHDP qui disait tout le bien qu'il pense du gouvernement et on le rejoignait aussi à un certain point. Mais sur la liberté de manifester quand même, qui est garantie par la Constitution, une simple déclaration suffit. Ce ne sont pas des manifestants armés. Ils vont juste pour revendiquer leur droit au travail, qui est un droit imprescriptible, qui est dans la Constitution, qui est légitime. Donc, légitime. Je veux dire, moi je ne comprends pas. Ailleurs, sous d'autres cieux, on a été étudiant, ailleurs, on manifeste, on arrive devant la préfecture de police et on remet notre liste de doléances qui est transmise soit au préfet de région, parfois quand c'est à Paris, c'est devant les grilles d'un ministère qu'on remet la liste des doléances. Donc qu'est-ce que cela coûte de laisser ces docteurs marcher et rappeler au bon souvenir des services du Premier ministre qu'ils ont demandé une audience et puis c'est terminé. Est-ce qu'on a besoin de les arrêter? Non, mais avant même qu'on arrive sur la question de la marche, justement, Élisée, est-ce qu'il n'y a pas déjà un cadre qui devrait être instauré pour qu'il y ait ce dialogue déjà? Étant donné que c'est une question qui a été ouverte par le Premier ministre, est-ce qu'on devait arriver justement à être en train de marcher sur la primature? Bon, moi, je voudrais emprunter quelques propos quand même au Premier ministre, les propos du 21, qui très souvent ne sont pas cités, qui laissent croire, c'est généralement quand on veut évoquer la question du Premier ministre sur l'intervention relative aux docteurs, on a très souvent en train de parler du fait de la reconversion. Mais si vous reprenez le discours du Premier ministre, il a dit quelque chose de fondamental. Il a dit « je compatis ». Il a dit « il compatit à la situation ». C'est-à-dire on comprend la situation, mais en même temps qu'on comprend la situation, on est des responsables au niveau étatique. Donc on a un certain nombre de démarches à avoir. C'est vrai qu'ils disent qu'aujourd'hui, la tutelle semble être sous, c'est ce qu'ils disent, semble être sous à leur appel, parce qu'il y a eu quand même des échanges, semble être sous à leur appel et ils semblent vraiment faire la sourde oreille, comme eux-mêmes le disent si bien. Donc, ils veulent aller à la hiérarchie, c'est-à-dire qu'à un stade plus haut. Mais pour rappeler à aller, en fait, sur la question de la marche a débuté quelque part et s'est arrêtée devant le district. Mais pour ceux qui se rappellent bien, ou même ceux qui connaissent le plateau, vous savez que le district, là, c'est mitoyen carrément à la présidence de la République et à la primature, qui sont les plus hautes institutions de la République quand même. Donc, à un certain moment, je crois que les autorités, pour une question d'ordre, doivent quand même pouvoir ne pas permettre que dans cette zone-là, quand même, on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, mais est-ce que finalement, ce sont quand même des docteurs qui se mettent à marcher, est-ce que ça représente une menace? Est-ce que nous, on peut le lire comme une menace? Mais au moins, c'est un trouble à l'ordre public au moins. Moi, je ne suis pas en train de... Non, est-ce que justement, on peut prendre un raccourci et dire que c'est une menace? Il faut qu'on se comprenne. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ont mal fait de marcher ou de... C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que autant on pense que la Constitution consacre le droit à la manifestation, autant la Constitution donne les moyens à l'État de pouvoir prendre les dispositions quand il sent que quelque part il y a une menace ou quand il sent qu'il y a un désordre. Mais il n'y avait pas de menace. Quand il y a un désordre, je poursuis ma phrase. Mais allez, je poursuis. Non, vous avez 46 bonhommes qui marchent et vous dites qu'il y a une menace à la République. Non, je dis quand on estime c'est le chiffre. Non, je dis quand on estime qu'il y a un désordre. On va laisser Élisée. Quand on estime qu'il y a un désordre, c'est le droit de l'État de pouvoir mettre de l'ordre. Moi, je crois, je pense, on ne va pas spéculer longtemps sur la situation, mais je crois que cette situation, pour moi, devient prétexte
pour ouvrir le dialogue à un niveau peut-être plus élevé. Et, vrai et sur ces mots, je vais te demander peut-être ton avis sur la suite que ça pourrait engendrer. Est-ce que ce serait un dialogue ouvert avec le Premier ministre dans un cadre beaucoup plus formel, plus légal, on va dire, ou est-ce qu'il y a un risque justement qu'on ait une répétition de ce type d'action? Non, je pense que le Premier ministre lui-même déjà avait tracé les sillons de ce qu'on peut appeler un dialogue direct, puisque le 21 novembre, il déclarait ceci. Mais si je vais vous aider, venez et discutons. N'y a-t-il pas une possibilité autre que la fonction publique? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une reconversion, etc. Donc lui-même déjà est prêt à les recevoir pour s'asseoir et discuter avec eux. Ce qu'Alain dit est tellement important parce que si vous vous rappelez bien, non, Alain, je vais vous donner la parole, mais si vous vous rappelez très bien, c'est ce que je disais sous un entame de mes propos. Vous voyez ce que le Premier ministre a dit. En réalité, quand on a fini la conférence de presse, ce qui a fuité ou bien qui a circulé sur la toile, c'était l'impression que le Premier ministre donnait de ce qu'il s'en foutait pratiquement de leur attitude en disant aller à la reconversion. Mais oui, quand vous lisez là, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas un mépris. Il dit qu'il est ouvert mais il est ouvert au dialogue et qu'ils viennent, qu'ils discutent. Ça dit quelque part, ce n'est pas un repris. Apparemment, ces services ne sont pas ouverts au dialogue puisqu'ils vont devant la grille de la primature, on les refoule. C'est à lui de choisir quand est-ce qu'il veut. Après, ça m'emmène sur Daouda qui parlait, j'ai entendu délai dans ton propos. Tu as parlé de délai tout à l'heure? Oui, mais en fait, je dis, quel que soit, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas parce que tu as déposé un courrier aujourd'hui que demain le Premier ministre décide de te recevoir. Daouda, vous êtes trop administratif, soyez pratique. Non, Alain, tu permets, voilà. Parce que qu'on le veuille ou non, normalement, aucune disposition légale n'oblige un gouvernement à recruter. Je termine, s'il te plaît. Voilà. N'oblige en fait le gouvernement à recruter des gens dans la fonction publique. Il y a un cadre légal pour entrer dans la fonction publique. Donc ce n'est pas parce qu'eux, aujourd'hui, ils sont docteurs qu'ils estiment qu'ils sont au-dessus de tout le monde pour entrer dans la fonction publique. Et le truc, il est au-delà même du cadre légal. Il y a la question du budget. Est-ce que dernièrement, qu'on appelle ça, certains docteurs n'ont pas été recrutés? Mais Daouda, tu parlais de délai. Est-ce qu'on a une contrainte en termes de temps pour cette revendication? Est-ce qu'ils sont si pressés finalement? Peut-être qu'eux, ils sont pressés, mais peut-être que le gouvernement aussi a ses exigences, a ses réalités. Daouda, heureusement que vous n'êtes pas le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre du Budget. Heureusement que tu pas le Premier ministre non plus. Voilà un État qui investit dans le capital humain, c'est le mot qu'on a tous à la bouche. Le capital humain, patati patata, la réinsertion. L'État a investi des centaines de millions à former 3000 docteurs. Et vous dites ici qu'il n'y a aucune obligation, même morale, de l'État à aider à leur réinsertion professionnelle. Donc, on n'a pas dit ça. Mais si, c'est ce que vous dites. Et ceux qui ont passé, qui sont allés faire des masters, ceux qui sont allés faire des licences dans d'autres filières. Donc, doit-on les laisser au détriment des docteurs? Est-ce que l'État a cette capacité aujourd'hui d'absorber la demande? Non, faut sérieux, Alain. On ne demande pas que la fonction publique devienne, comme on dit, un trou sans fond. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas exercer un emploi dans la fonction publique. On demande juste de faire preuve de créativité, d'imagination. Il y a 3000 personnes qu'on a sous les bras. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Donc le Premier ministre, qui est un homme hyper intelligent et qui est très actif et qui a travaillé dans le privé et dans le public aujourd'hui, qui gouverne aux destinées de la Côte d'Ivoire, saura certainement trouver des pistes pour ces personnes-là. Mais vous ne pouvez pas dire que oui, il y a d'autres qui ont le master, qui ont le MBA. Ça n'a absolument rien à voir. Quand on investit dans la formation de gens, 3000 personnes quand même, ça a coûté une fortune, il va falloir trouver une réponse. Isabelle, je n'ai pas entendu Isabelle. Une réponse à la question, mais il y a aussi des millions de jeunes qui attendent aussi de pouvoir trouver un boulot. Donc, je veux dire, la priorité. Après, l'État a ses priorités. Il y a ce qui est urgent, il y a ce qui est nécessaire, il y a ce qui est important, etc. Donc, il y a une hiérarchisation qui est faite. Donc, il faut laisser l'État faire les choses. Mais après, l'État a ses priorités, mais finalement, quand on a certaines situations d'urgence, je veux dire, si le Premier ministre finalement a parlé de ce contexte et de cette préoccupation, c'est que ça représente quand même une priorité aussi pour l'État. Oui, voilà. Donc après, je pense que la question, c'est vraiment quel cadre de dialogue on instaure pour résoudre le problème. Et comment est-ce qu'on fait? C'est ce que je dis. En fait, il ne faut pas aussi qu'on donne l'impression que rien n'est fait concernant les docteurs non recrutés. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne aussi l'impression que absolument rien n'est fait. Je pense que depuis que la crise a éclaté, il y a eu quelques actions qui ont été posées. Il y a eu même des ouvertures de dialogue. C'est vrai que certains parmi eux estiment que le ministre s'est choisi, et si tu veux, ses interlocuteurs. C'est ce qu'ils disent en fait, que le ministre a dû se choisir des interlocuteurs. Soit, ça peut être une réalité, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis que la situation a éclaté. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il y a eu quelques personnes qui ont été recrutées, peut-être pas au nombre souhaité, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, moi, ce que je suis en train de dire et que je pense vers laquelle tout le monde doit pouvoir tendre, c'est le fait de ne pas se braquer pour dire que moi,
absolument, il faut qu'on me prenne, ou bien que de l'autre côté, on dise, je n'ai pas forcément obligation de te prendre. Non, je ne veux pas que les partis se braquent. Mais qu'on se dise, nous, en tant que docteurs, c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, parce que quand même un docteur, ce n'est pas un citoyen lambda aussi, hein, c'est quelqu'un qui a fait des études à un certain niveau, quand même qui réfléchit. Et je pense qu'ils ont des propositions. Pour avoir discuté avec certains, j'ai vu qu'ils ont même des solutions qu'ils proposent au gouvernement. Et on l'espère et on espère que ça va vraiment s'instaurer dans un vrai cadre d'échange. Mais pour terminer, j'aimerais savoir, Daouda, notre envoyé spécial, quand tu as eu ton interlocuteur, est-ce qu'il t'a dit où ont été envoyées ces personnes? Parce que finalement, on lit destination inconnue, on ne comprend pas trop. Non, finalement, je l'ai eu. Il m'a dit qu'ils ont été emmenés à la préfecture de police et qu'actuellement, ils sont en train d'être... Il a mis au conditionnel. Il serait en train d'être auditionné à la préfecture de police selon Dr Derou Simi. Merci. Voilà. Et c'était Daouda Coulibaly, notre envoyé spécial de Live TV pour le Grand Talk. Bravo Daouda. Merci. Alors, on va passer au sujet suivant. Parce que malheureusement, on n'a pas toute la soirée pour en parler. On parle de sécurité et c'est la nouvelle unité de police. Vous comprenez pourquoi j'ai dit police au début. C'est la toute nouvelle unité de police, donc Police Recours, qui s'est présentée officiellement. J'en parle avec Élisée. D'accord, ok. Effectivement, l'unité, c'est une nouvelle unité voilà, qui a été mise en place par le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, qui est intitulée Police Recours, qui a été initiée depuis le mardi 20, c'est-à-dire hier, qui a été officiellement lancée hier. Cette unité-là, selon les informations de notre possession, est un démembrement de la brigade anticriminelle, pour ceux qui se rappellent un peu la BAC, qui en son temps était une brigade, une unité qui a été montée et qui lutte contre le grand banditisme, contre la criminalité. D'accord. Alors, tu sais, je ne voudrais pas que tu en dises plus. Je préfère qu'on regarde certaines images et puis alors on regarde si la régie le permet. Et c'est une parade plutôt impressionnante qui a fait même, j'ai envie de dire, un petit buzz sur les réseaux sociaux. On a vu ça. Quelle a été votre première impression? Je vais continuer avec Élisée, peut-être sur le coup, avant de passer à Alain. Bon, je pense que la police a voulu, peut-être pas forcément rassurer la population de ce qu'elle est prête, mais elle a voulu quand même montrer que la police est en train de changer un peu et de se rapprocher de dimension en réalité. Voilà, se rapprocher des populations, mais changer de dimension, en dotant déjà ses services de moyens roulants, tout neuf, vraiment d'un certain standing quand même, qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas l'habitude de voir au pays, c'est une très bonne chose. Mais revenant peut-être, comme je le dis, à l'unité de recours dont on parlait tout à l'heure, déjà il faut retenir qu'elle a pour mission d'assurer, selon ce qui a été dit par les services du ministère, le maintien de l'ordre, la protection de la tranquillité publique, d'assurer la tenue des postes d'observation. Elle est aussi chargée de procéder à l'arrestation d'auteurs présumés de crimes ou de délits, de lutter contre les incivilités, de conduire des missions d'assistance et de secours, de veiller à l'application des lois et règlements. C'est une unité qui est composée pour le moment, à son démarrage, d'environ 200 fonctionnaires de police qui sont donc chargés d'animer cette unité-là et qui ont pour responsabilité vraiment d'être au plus proche des citoyens et d'assurer une certaine tranquillité, paisibilité. C'est de bonne guerre et surtout que ça vient dans une période festive où on a vraiment besoin de sentir la police autour de nous. Naturellement. Mais alors moi, j'aimerais demander à Alain les couleurs quand même des véhicules. Est-ce qu'Alain a un petit avis dessus? Parce que je sais que Alain a sûrement quelque chose à dire sur cette couleur. Oui, bon, je sais pas. Dis-nous tout. Ça ressemble un peu à New York. Oui. Non, police. Sinon ailleurs même. C'est aux couleurs de la police, le bleu. De la France, oui. Ah voilà, le français nous dira. Bon, j'ai vu quand même l'écusson de la police sur le véhicule, je crois, quelque part. Voilà. C'est ça, oui. Police nationale. RCI, bon, voilà. Je pense qu'on aurait pu mettre orange, blanc, vert, mais c'est pas grave, on prend quand même. Voilà, je pense que c'est effectivement la nouvelle police de proximité, dans un contexte quand même où à la fois le grand banditisme et les petits incivismes augmentent dans le pays. Donc, cela permet aux citoyens, en composant un numéro, de pouvoir alerter, solliciter une aide donc, de
de ces unités-là. Alain, on demande ton avis sur la couleur. Là. La Tu couleur, es oui. d'accord non, avec mais- la couleur, mais je ne sais pas d'accord Non, avec la je couleur. pense qu'il faut changer la Il faut couleur. changer, naturellement. Ouais, orange, blanc, vert. Qu'est-ce que tu proposerais? Orange, blanc, vert? Mais tout simplement, c'est la police Orange, ivoirienne. blanc, et la Voilà. police Parce que ivoirienne. là, ça nous ramène Daouda, un peu... tu connais très bien la police un peu. Oui, moi, en On tout t'a cas- vu plusieurs fois aux côtés de la Oui, police beaucoup. ivoirienne. Je Vous entendez bien je sais. Mais en fait, j'avoue que j'ai été bluffé par les véhicules. Voilà, j'ai été vraiment bluffé. J'ai eu l'impression. Vous êtes l'ami des policiers maintenant. Ben oui. Vous qui Oui, les mais je suis- traitez de tous les noms. Non, mais j'avoue que j'adore. attention. Qui aime bien, Châtie bien. voilà. Ils t'aiment, hein, les Allez-y. policiers. Je les aime et eux aussi ils m'aiment. Mais j'avoue que je voulais parler d'un véhicule. Franchement, c'est un véhicule qui est bourré de technologie parce que ça peut faire de la surveillance à moins de 200 mètres. Il est équipé de 5 caméras autour. Donc, franchement, c'est une technologie sur 4 roues en fait que Vagondo a pris pour doter la police ivoirienne. Et j'avoue Le que. ministre Vagondo. Désolé, le ministre Je Vagondo. pense que c'est votre ami, mais quand même. Non, N'abusons pas. Alain, il aime bien titiller les gens, mais j'aime bien ça, Alain. J'adore Alain. Donc, le ministre Vagondo, il a vraiment doté la police. Je pense que c'est une très bonne chose, dans la mesure où, souvent, quand je critique la police, c'est justement parce que nous avons besoin de cette police de proximité-là, qu'on voit tous les jours à nos côtés pour dissuader les petits malfrats, les petits bandits, parce qu'aujourd'hui, on est en période de fête, tu es à Djamé, à Bobo, n'importe où, à Yopougon, au plateau, tu te fais prendre ton téléphone, ton porte-monnaie, tout et tout. Bien Le sûr. fait de voir la police, ça nous rassure. On est tout de suite rassurés, même Voilà, s'il se passe ça nous rien. Et rassure. Isabelle, toi, tu as le coup d'œil pour repérer les petits coups de com'. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un coup de com' finalement? Bah oui, forcément, ça fait partie en fait, comment dirais-je, d'un coup ça peut dissuader en tout cas les malfrats qui se tenteraient de s'adonner donc à des actes d'incivilité, de vol, etc. Donc oui, ça c'est forcément un coup de com', d'autant plus que ça s'insère dans un contexte particulier. On est en pleine période de fête, comme Daouda l'a dit tout à l'heure. Voilà. Bah alors encore, pour que ce coup de com' soit efficace, c'est que derrière, on doit avoir une certaine efficacité de ces forces de l'ordre-là qui doivent Tout à être fait. formées et qui doivent vraiment... Ce n'est pas juste d'avoir des voitures qui circulent. Oui, et Daouda, puis moi ce que j'apprécie davantage, c'est que la police est en train de se digitaliser parce qu'on va remarquer en fait sur la voiture qu'il y a quand même le numéro WhatsApp, etc. Donc ce qui est il y a les intéressant. questions de traçabilité Exactement, également, tout oui, à Élisée fait. Ça- Oui, ça moi peut je pense que c'est la formalisation d'un système déjà qui existait pour moi. C'est vrai que c'était un système qui était porté par une initiative, je dirais, civile, pas forcément policière, mais qui avait recours à la police et qui s'appuyait vraiment sur les services de police pour résoudre, notamment cette plateforme Police Écoute, dont tout le monde sait, qui est l'une des meilleures plateformes sur la place aujourd'hui. Reconnu par Facebook d'ailleurs. Voilà, reconnu par Facebook, qui a remporté plusieurs lauriers et qui apporte beaucoup de D'ailleurs, soutien à la population. le nom n'est pas loin. Voilà. C'est Donc, cool. voilà. C'est Donc, justement, c'est cette plateforme-là que la police décide maintenant de formaliser, en fait. Donc, en utilisant vraiment la manière de fonctionner et tout ça. Déjà, je peux dire la base de données et le véhicule, le background déjà qui existait en termes d'opérationnalité. Puisque, comme je le dis, la plateforme, c'est vrai, elle est menée par des civils, mais ça appuyait sur les forces de police pour pouvoir apporter le secours qu'il fallait. Donc, cette police-là, maintenant, veut formaliser, vraiment donner un statut et puis vraiment aller à fond dans cette mission, quoi, cette C'est mission ça. de recours. Tout à fait, Daouda, parce que c'était une Bon. initiative citoyenne qui, au final, maintenant, est en train de C'est s'institutionnaliser ça. à travers donc Police Recours. Bon, je vais faire toujours mon Daouda. gars bizarre Daouda. contre la police. Je sais qu'Alain me regarde bizarrement. Non, mais c'est j'avoue pas que- lui qui te regarde. Voilà, mais je veux dire, passer là, c'est là. franchement, Je vous regarde. oui, cher DGPN de la police Kouyaté, je tiens à vous dire que l'État de Côte d'Ivoire vous a doté de véhicules flambant neufs avec des technologies vraiment. combien d'ailleurs, pour savoir si c'est vraiment... Une vingtaine, Une je pense. vingtaine. Pour le moment, c'est une Vingtaine. vingtaine Donc de ça véhicules. coûte très Pour cher le moment, c'est déjà une un vingtaine de véhicule. Donc imaginez, tout ce qu'on vous demande, c'est de dire à vos collaborateurs de bien rouler ces voitures. Combien prendre de soin. collaborateurs? Est-ce que tu as une idée? Il a parlé de 200. 200. Voilà, C'est-à-dire, donc l'unité, c'est de c'est bien 200. rouler ces voitures, ne pas les rouler dans tous les sens pour les casser, quoi, parce que ça coûte cher. Alors, J'ai quand même... juste une question. juste avant. Pas Daouda, je sens que tu as- C'est juste de savoir, ils vont commencer par quelle commune en fait? Ou alors ça sera Non, c'est répondu sur le partout? district Non, C'est sur le ouais, district c'est- d'Abidjan. Alors, Ok, moi, ok, très question bien. très rapide et chacun me donnera son avis en oui ou non. Est-ce que vous pensez que c'est efficace d'avoir seulement 20 véhicules pour toute la zone d'Abidjan? Non, les 20 véhicules, comme il a dit, c'est 20 véhicules automatisés. Ça veut dire avec toute la technologie et C'est un oui mais, ou non, mais C'est cela un veut... oui ou non? Ouais, c'est les deux, oui, non en même temps. Mais cela dit, la police continue de maintenir son rôle premier, Régalier. voilà, de sécurisation des citoyens et autres. Ça, il continue de maintenir avec déjà le dispositif en place. Mais ça vient en appui. Juste un Et comme, renforcement, ouais. comme l'a expliqué même le ministre,
on démarre sur le district, mais l'objectif à moyen terme, c'est de vraiment investir l'intérieur du pays. Donc, ils vont forcément se donner plus de moyens, en fait. Et ces véhicules sont reliés à un centre de surveillance. Exactement, c'est ça. Donc, ils communiquent en temps réel avec... C'est les forces de crise. Alors, je prends ton mot relié et c'est deux autres personnes qui se sont reliées. C'est Bédié et Ouattara. Je vais faire mon Daouda, je vais appeler les gens par leur nom. Donc, c'est un entretien téléphonique qu'on aurait eu entre l'ex-président Bédié et le président Ouattara. Bon, en fait, j'avoue que ce n'est pas la première fois que les deux doyens, les deux dinosaures de la politique ivoirienne s'appellent. Et pratiquement, généralement, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a l'année passée, vers les périodes de fête encore, ils s'étaient appelés à un moment donné encore. Donc moi, j'espère sincèrement que cet appel-là ne va pas seulement rester en termes d'appel parce qu'il y a longtemps que le président Bédié, il aime bien que je dise président Bédié, oui, voilà, c'est normal, ce qui est voilà, normal, a vu ses rentes viagères ne sont pas encore rentrées, les comptes sont bloqués. C'est le même cas pour le président Laurent Gbagbo, qui lui aussi est rentré de la CPI, il est là, il attend qu'on débloque ses comptes pour aussi virer ses rentes viagères. Je pense sûrement que c'est... On a vu le doigt d'Élysée là. Ouais, non. Ouais. C'est juste dit peut-être que Daouda doit actualiser ses données. Sinon, aujourd'hui, dans le communiqué du Conseil des ministres, le communiqué final du Conseil des ministres... aujourd'hui même? Oui, le porte-parole du gouvernement a annoncé que le président a décidé que les rentes viagères soient payées avant la fin de cette année. À toutes ces personnes-là dont les comptes avaient été bloqués, dont les comptes avaient été gelés, Alléluia. que ces comptes-là soient dégelés, les responsables, bien évidemment, soient dégelés et qu'on puisse leur permettre d'entrer en possession de leur dû avant la fin de cette année. Et c'est ce qui doit être fait. Et je pense aussi que les échanges ont porté leurs fruits, effectivement. Parce que c'est pourquoi toujours il est important qu'on doit dialoguer. Parce qu'en plus de libérer les rentes viagères, le porte-parole du gouvernement a annoncé officiellement aussi que les subventions qui doivent être accordées aux partis politiques seront donc payées avant la fin de cette année. Alléluia. Donc c'est une bonne nouvelle pour les politiques. Daouda parlait du cas Laurent Gbagbo, mais je pense qu'il y a eu un début de déblocage, non? Oui, enfin, il y avait un accord de principe. Ça avait été annoncé. Ça avait été annoncé. Dans l'opérationnalité, apparemment, c'était pas encore matérialisé. Rien n'a été débloqué. On n'a pas une première partie. En tout cas, non, okay. Rien du tout. Je pense que maintenant... Vu ce qui est annoncé officiellement aujourd'hui, le Conseil de ministres est tenu aujourd'hui. C'est ça. Bon, ça va être le dernier de l'année d'ailleurs, donc le porte-parole du gouvernement l'a annoncé officiellement. D'accord. Ils vont bien fêter en tout cas. Isabelle, ton regard quand même sur ce type d'échanges qui interviennent dans des contextes assez... On s'attend peut-être à avoir plus d'échanges de ces hommes sur des questions qui concernent la Côte d'Ivoire et peut-être moins leurs intérêts personnels, n'est-ce pas? Oui, alors en fait, ce type d'échange permet déjà de décrisper en fait le climat politique actuel qui est déjà plus ou moins, en tout cas moins tendu. Non, c'est moins tendu qu'auparavant, qu'il y a en 2020, j'ai envie de dire. Donc oui, mais on s'attend plus à ce qu'ils puissent se rencontrer. Par exemple, là, on a les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas voir tout le monde ensemble. Des tableaux symboliques. Exactement, des tableaux symboliques. Pourquoi pas un arbre de Noël, pourquoi pas un arbre de Noël, enfin voilà, mais moi je salue vraiment la décision du président de débloquer en tout cas tous les avoirs de ces différentes personnalités-là qui s'élèvent à plus d'1,9 milliard de francs CFA, ce qui fait environ 3 millions d'euros. C'est énorme. Alors moi, je voulais quand même saisir cette occasion pour évoquer un sujet sur lequel on reviendra certainement, mais le cas de centaines de fonctionnaires qui, à partir de 2011, ont quitté le pays et qui n'ont pas été réintégrés ou n'ont pas pu percevoir leurs droits, notamment à la suite de la fin de leur contrat. Et donc je pense que la justice sociale n'est pas seulement qu'une affaire de politique. Lorsqu'on traite les cas Gbagbo ou les cas Bédié ou d'autres responsables... Monsieur le Président. Oui, non, mais je sais, mais je parle de cas. En fait, voilà. Il ne faut pas aussi, comme on dit, ignorer la situation de milliers d'autres personnes. Voilà, parce qu'une loi a été prise en 2013 qui indiquait que les personnes qui étaient hors du pays ou qui avaient droit à des indemnités de fin de contrat avaient seulement 2 années pour le faire. Donc, au-delà de 2 ans, ces droits étaient, comme on dit, dissous, etc. Donc, il y a quand même une forme d'injustice que l'État doit réparer. Et c'est très bien ce que tu dénonces, mais en même temps, de la faisabilité, quand on regarde, quand on lit l'histoire, Bédié a passé le coup de fil. Oui.
Donc, quelle est la démarche que pourrait faire la personne lambda? Je veux dire, quand je dis la personne lambda, on se comprend. À ce niveau, je crois que pour avoir résultat également. Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a une procédure? Il y a environ un mois en arrière, je me rappelle exactement, où la ministre de la fonction publique avait fait une note où elle demandait à tous ceux qui étaient encore en exil ou bien qui étaient revenus d'exil, qui n'avaient pas encore, s'étaient pas signalés à la fonction publique, de le faire. Et que la date limite, la date butoir, c'était le 31 décembre de cette année. Que tous devaient se faire enregistrer en vue d'être réintégrés et éventuellement de bénéficier de leurs indemnités dont ils n'avaient pas bénéficié. Donc cette note-là est sortie. Elle a été même rendue officielle, elle a été même vulgarisée dans la presse. Donc c'est dit que c'est un peu, comme Alain le dit, peut-être qu'en son temps, cette décision a été prise, mais dans la continuité, c'est pourquoi on dit que c'est important de se parler. Donc cette demande a été posée sur la table dans les échanges et les gens ont compris non, la nécessité, le gouvernement certainement, de pouvoir vraiment donner la possibilité. Donc finalement, le gouvernement a tendu la main et on attend que les gens se déclarent. Voilà, donc ils ont jusqu'au 31 décembre pour se signaler, pour intégrer. Est-ce qu'on a écho, ça, spontanément, est-ce qu'on a écho de personnes qui se on attend. Est-ce que les gens savent finalement? Parce qu'une note, je veux dire, tout le monde n'est pas journaliste. Non, c'est passé par voie de presse quand même. C'est passé par voie de presse quand même. Et puis je crois que, bon, peut-être Daouda le dira mieux que nous, les fonctionnaires là, ils ne savent pas, hein. Ils ont leur canal d'information. En fait, je t'informe. Non, ils ont leur canal de communication. Ils ont leur vaste réseau de communication, que ce soit chacun à son groupe. Donc ils ont leur canal. Daouda qui m'informe, attention. Voilà, je pense même que, même sur le site de la fonction publique, parce que le réflexe de tout fonctionnaire, chaque matin, c'est d'aller sur le site de la fonction publique. Toutes les informations sont là. Donc je pense que tous les ne pourraient pas passer à côté. Ils ont certainement l'information. Est-ce que tu as un mot à dire? Non, tout simplement, ceux qui sont dans ce cas de figure, qu'ils aillent tout simplement. Déclarez-vous. Elle a dit 20 mots. Mais elle fait comme toi, Alain, qui n'a pas envie de parler, mais après, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Alors moi, j'aimerais faire juste un petit pont sur ce sujet pour me demander finalement, est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine décrispation avant toutes ces périodes électorales des relations donc, entre Bédié et Ouattara? Bon, parce qu'on le voit bien, oui, il y a de la diplomatie et tout ce qu'on veut, mais on voit bien que les relations ne sont pas... voilà. Bon, en fait, tu parles de décrispation, mais moi, je suis un peu... Quand je regarde le discours de tous les politiques en ce moment, ça et là, je vais dire, quand on parle de décrispation, je pense que c'est de l'ordre de l'utopie dans ma tête, en fait, parce qu'on ne peut pas parler de décrispation parce que le président Ouattara et le président Bédié ou l'ex-président Gbagbo se sont rencontrés, mais quand leurs lieutenants tiennent des discours à la limite guerriers en back-office, qui sont virulents, bon, la décrispation, ce n'est pas pour demain, en fait, quoi. Ça, c'est mon avis sur la question, en tout cas. Non, après, c'est le jeu politique. Hein. Je pense que tout le monde envoie souvent des punchlines. Et puis, bon, c'est à chacun de pouvoir maîtriser ses lieux de comment c'est interprété? Oui, mais c'est le jeu politique, mais on sent quand même qu'il y a une certaine tension, j'ai envie de dire. On sent que les relations ne sont pas à leur plus beau jour. Non, mais Alain, tu hochais la tête. Si je dois comparer quelque chose par rapport à 2020, je dirais que c'est leur nature. Voilà, ils parlent de politique à un moment donné, et puis quand il y a des échéances électorales, la tension monte. C'est dommage. Je dis, ils ne peuvent pas être les meilleurs amis, mais au moins qu'ils cultivent cette fraternité, parce qu'ils sont ivoiriens. Et c'est vraiment ça le plus important. On n'a pas besoin d'être amis, de passer les vacances ensemble, mais quand il y a un enjeu même de paix sociale, un enjeu d'apaisement dans le pays, on peut au moins se mettre d'accord sur le minimum. Pour le moment, ils sont d'accord sur quelques intérêts, je veux dire, personnels. Du cas, il s'agit d'argent. Voilà. Élisée, on verra bien la suite. Non, moi, je crois aussi qu'il ne faut pas qu'on cède un peu au mélodrame. Mais moi, je crois que si on regarde quand même depuis quelque temps, on sent que le front, je dirais, politique... c'est vrai, il y a quelques sorties ça et là, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plus ou moins apaisé. De façon apaisée, pardon. Ça fonctionne plus ou moins de façon apaisée. Et comme je le dis très souvent, il ne faut pas qu'on se leurre aussi. On peut pas, ça dit qu'on ne sera jamais dans un monde de bisounours. On sera toujours en train de se faire des accolades. Il y a forcément des points de dissension, même dans les partis en interne, entre eux-mêmes. Pour des questions de démocratie, il y a forcément des points divergents. Donc, ce n'est pas des partis opposés où il n'y aura pas de point de divergence. Mais comme je le dis toujours, il faut savoir se donner la possibilité en créant le cadre de changer de discussion qui puisse permettre de poser tous les problèmes et puis voir comment les résoudre. Dès qu'on a ce cadre-là, le reste vient en même temps. C'est-à-dire qu'on ne sera pas d'accord, mais on sait au moins qu'on a un cadre, il faut qu'on échange. Pour preuve, quand à l'initiative du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a eu ce dialogue politique de décembre 2020 et janvier 2021, on a vu ce que ça produit comme résultat au niveau des législatives. Ça a été, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que c'est les élections les plus apaisées
vraiment qu'on a connu à partir du multipartisme jusqu'au début. Et on espère quand même que les relations vont rester assez diplomatiques. C'est important de maintenir ce cadre-là, de sorte que quand les choses ne vont pas, on puisse avoir quand même la possibilité d'échanger, de discuter. Merci Élisée. Donc on passe au prochain sujet. Et donc... Mais je te promets de te donner la parole là tout de suite. Je te promets de te donner la parole parce que je sais que tu es quelqu'un de très sentimental, que tu as de la compassion. Et là, c'est un cas plutôt triste. Ce sont des véhicules incendiés à Doropo. On sait que c'était arrivé. On sait que c'était arrivé donc il y a quelque temps, donc autour du mois d'août, donc à Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette situation également qui s'est produite dans la nuit du 19 au 20 décembre. Oui, je pense que ce sont des actes de vandalisme, mais qu'il faut quand même suivre de près, puisque dans une zone qui est une zone assez sensible, donc toute atteinte à la tranquillité de la population doit être, comme on dit, examinée avec beaucoup de soin par les forces de sécurité. C'est ça. Voilà. Mais comment est-ce qu'on justifierait le fait que justement on ait ce cas qui se passe donc à Bouna et que quelques mois après on se retrouve avec une forme de une récidive, quelque chose, en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que selon l'article de nos confrères, en fait, c'était des gens qui étaient traqués en fait. Par de sous-sécuritaires, ils étaient traqués, ils sont allés se terrer quelque part et après la nuit ils sont sortis pour aller brûler 2 véhicules, un pick-up devant un hôtel. Et puis après, ils ont brûlé une voiture de sécurité. Moi, je m'inquiète. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est dans la zone nord pratiquement du pays. Doropo, c'est à la frontière entre la frontière Burkina et la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que c'est un acte terroriste. Je ne dirais pas ça. Mais je veux dire, quand on regarde le contexte, quand on regarde le pays, Mali, Burkina, qui ne sont pas loin de cette zone-là, du coup, qui sont enclins au terrorisme aujourd'hui, je veux dire, tout est possible. Mais prions Dieu que nos forces de sécurité, je pense qu'ils ne ménagent aucun effort pour faire beaucoup d'entraînement, surtout qu'ils ont été équipés et autres. Vous les aimez beaucoup ce soir. Alors, comment? J'ai dit vous les aimez beaucoup ce soir. Oui, je les adore. Souvent, c'est comme ça. Il arrive souvent que je les aime, mais quand ils font des choses qui ne sont pas bien, je le dis aussi. Alors, Daouda évoque le lien avec les frontières, mais est-ce que finalement on peut faire un lien entre les 2 événements, en août et en décembre? Si. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que pour Élisée, ensuite Isabelle. Géographiquement, déjà, il faut dire que Doropo, c'est dans la zone de Bouna, c'est-à-dire que c'est dans le Bunkani. C'est 2 départements qui sont pas très éloignés, donc ils sont dans la même zone. Moi, ce que je retiens ou du moins l'analyse que j'ai de cette situation, c'est qu'il existe véritablement un gang de pyromanes. Un vrai gang de pyromanes. Parce que ce qui s'est passé à Bouna, si tu vois la méthode de fonctionnement est quasiment la même chose en fait que ce qui s'est passé à Doropo. Et comme je le dis, c'est 2 départements qui sont dans la même zone, dans la région du Bunkani. Comme il a dit, une région frontalière au Burkina Faso, une zone qui plus ou moins a été visitée par des terroristes il y a quelques années de cela en Côte d'Ivoire. Donc c'est dit que, effectivement, comme il le dit, on doit pouvoir concentrer l'énergie de nos forces de sécurité sur cette zone. Parce qu'aujourd'hui, avec cette situation à Doropo, moi je reste persuadé qu'il existe véritablement un gang de pyromanes. Je ne peux pas dire d'office que ce sont des terroristes, mais il est sûr et certain qu'il y a des vandales, sont des actions qui ont vraiment des bandits, des gens qui sont vraiment dans une dynamique pareille. Il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tous ces attentats-là qui se passent au niveau du pays. Donc il faudrait que le gouvernement puisse rassurer en fait les populations pour éviter qu'il y ait une psychose qui s'installe au niveau de la région. Parce que depuis ces vacances, on ne voit que ça en fait dans la région. D'accord, je pense qu'on peut quand même saluer cette initiative finalement de police recours, donc cette initiative de proximité. On espère que ces actions pourront s'étendre jusque dans ces zones-là. Parce que finalement, si on a ce type de patrouille, moi j'aime bien utiliser les expressions que je vois dans les films, ce type de patrouille, on a déjà cette force de dissuasion dont Isabelle parlait. Bien sûr. Donc et puis la voilà. Vidéosurveillance, peut-être qu'il faudrait généraliser. Non, moi je reste persuadé parce que quand même pour avoir été dans la zone et comme je le dis, pour avoir assisté quand même, ou bien pour avoir vu le dispositif sécuritaire quand même qui est déployé dans la zone, sur toute cette bande frontalière-là, je sais qu'on aura des résultats en tout cas sous peu. Peut-être que la première fois que ça s'est passé à Bouna, les gens ont dû certainement négliger ou bien penser que c'était juste un épiphénomène, mais avec la récidive, je pense que les gens ils vont comprendre. Et de toutes les façons, ce sont les périodes de fêtes de fin d'année et on sait qu'il s'y passe beaucoup de choses. Donc on demande vraiment à la police de pouvoir encore plus se déployer pour que nos populations puissent fêter en famille dans la plus grande des quiétudes. En attendant, nous on est en toute quiétude pendant la pub.
Alors c'est la deuxième partie de cette émission. Brice, quant à lui, est toujours aussi clair et aussi mince. Il reviendra sûrement tout à l'heure dans sa vraie nature. En attendant, celles qui nous ont rejoints, ce sont deux magnifiques dames, aussi magnifiques de l'intérieur comme de l'extérieur, vous allez le constater. Elles sont là donc dans le cadre de la promotion du L-Talk, un événement qui se tiendra donc jeudi prochain, dont le thème c'est l'entrepreneuriat féminin, la magie de nos rêves. Donc nous avons Alice Niapa, elle est promotrice de la marque Aliwax. Et puis c'est donc Christelle Essim, si je ne me trompe pas. Christelle Essim, promotrice des beignets Bassi. Bon, en même temps, c'était un peu spoilé, hein, tous ces beignets sur la table. Je n'apprends rien, je pense aux téléspectateurs. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes bien installées, tout va bien. La magie de vos rêves. J'aimerais d'abord que vous puissiez me parler de vos rêves, premièrement. Donc Alice. D'accord. Moi, je suis déjà Alice Niapa, promotrice de la marque Aliwax. Aliwax, c'est mon rêve d'enfant. Voilà. J'ai commencé à travailler le pagne depuis mes 16 ans. J'ai lancé Aliwax officiellement à mes 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. Et voilà, ça fait 5 ans que je vis mes rêves, que j'ai la chance vraiment de vivre ça avec plaisir. Christelle. Alors moi, l'entrepreneuriat aussi, c'est un rêve d'enfant. Hein. C'est un rêve d'enfant, c'est un héritage. Parce que j'ai vu mes parents faire. Un héritage, oui, d'accord. Parce que j'ai vu mes parents faire. J'ai vu mon père étant entrepreneur à la retraite. Donc j'ai vu mon père faire et j'ai décidé moi aussi, après mes études, de devenir entrepreneur. Alors, on rappelle quand même que c'est le magazine Elle Côte d'Ivoire donc, qui vous met en lumière ce soir. Et dans le cadre de l'événement Elle Talk qui se déroulera, vous serez donc panéliste aux côtés de Sephora Kojo, qui a été pour vous un mentor. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette collaboration, ce qu'elle vous a apporté? D'accord. Me concernant, Sephora Kojo a été un véritable mentor, une grande sœur. Parce que, comme je le dis souvent, on a l'habitude de voir des soutiens qui s'arrêtent et se limitent au digital. Mais elle, en plus du digital, on la voit nous soutenir dans la vraie vie. Pour moi, personnellement, elle était présente. Voilà, dans tous mes événements, elle est présente. Par exemple, pour la première fois d'Aliwax sur les Champs-Élysées, elle était là. Elle a ramené des personnes, elle a fait énormément d'achats. Elle ne fait que parler de nous, même quand elle va au Gabon, etc. Elle nous ouvre des portes, en fait. Voilà, en plus du fait de nous avoir motivés et formés. C'est vraiment une personne importante pour nous. Bien pour sûr. moi, alors, Christelle, quand même, la question vous revient également, mais j'aimerais quand même insister sur le packaging de ces beignets qu'on connaît d'habitude, pas sous cette forme finalement. Donc, comment vous expliquez qu'on en soit à moderniser le beignet? Aujourd'hui, hein, l'Afrique s'inscrit justement dans l'industrialisation. Hein. Pour développer un pays, il faut s'industrialiser. On a vu l'exemple de l'Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette lancée ici en Afrique. Donc on a des produits qu'on consomme tous les jours. C'est vrai qu'on est très souvent en train de manger des pâtisseries européennes, mais comment développer, comment pérenniser nos valeurs culinaires ivoiriennes, nos valeurs culinaires africaines. C'est un peu cette idée-là. D'accord. Alors quand vous avez parlé, quand on parle du thème, on parle de magie de nos rêves, je vais revenir à nos chroniqueurs tout à l'heure. Aliwax, on l'a vu très souvent sur les réseaux sociaux, c'est toute une histoire et j'imagine que pour Christelle aussi. Mais finalement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire, des défis, très succinctement bien sûr, mais cette histoire en somme, qu'est-ce qu'elle représente pour vous finalement? Des maîtres mots, parlez-nous de cette histoire. Alors, pour moi, c'est l'histoire de ma vie en même temps parce que mon business est relié directement à ma vie. Donc, j'ai commencé tôt. J'y ai cru. J'ai eu la chance d'avoir du soutien parce que très vite, en tout cas, on a eu des entreprises qui nous ont soutenus. Voilà, je ne vais pas dire des noms, mais de grosses entreprises qui passaient commande avec nous. C'est qui nous a permis au fur et à mesure de nous développer. Donc, on a effectivement eu beaucoup de difficultés, comme par exemple la casse de notre boutique en 2021 sur le boulevard Latry. Il y a plein de choses. Par exemple, le fait qu'à la dernière minute, lors de l'ouverture de notre unité de production, tout ne s'est pas passé comme prévu. On a eu des personnes qui nous ont lâché à la dernière minute. Donc, tout le mois de décembre passé, on n'a pas eu de quoi vendre. Voilà, donc c'est plein de choses, mais qui nous ont forgés,
qui nous ont aidés vraiment à pouvoir nous positionner comme la marque aujourd'hui qu'on connaît, le Aliwax qui vend sur les Champs-Élysées, qui est aujourd'hui sur 200 mètres carrés en zone 4. Donc, c'est vraiment une histoire, je ne peux pas expliquer en détail l'histoire de la marque Aliwax. Il faudra nous suivre pour la connaître, mais c'est vraiment c'est l'histoire de toute une vie, quoi. D'accord. Et donc avant de passer la parole à nos chroniqueurs, Christelle, à quel moment est-ce qu'on se dit je vais faire empaquer ces beignets de cette façon-là? Et quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Est-ce que les gens finalement sont réceptifs à ça? Parce que ça doit coûter un peu plus cher que ce qu'on voit de façon traditionnelle. Comment est-ce qu'on est challengé avec ça? Alors, déjà, pour commencer, le rapport qualité-prix, hein, il est là, il est bon. Et vous avez quelque chose de sain. Vous avez des beignets, des produits sains qui sont sans conservateur et que vous faites vous-même à la maison. Donc, on évite tout ce qui est... enfin, il y a toute l'hygiène qui accompagne et on a des produits vraiment made in maison, voilà, qui sont faits par soi-même. Donc, on n'a pas de problème d'hygiène. Et finalement, avec nos produits, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important pour nous, c'était de garder, de maintenir, de pérenniser nos traditions culinaires, voilà, africaines. Donc, D'accord. Alain, Isabelle? Oui, très, très Élisée. passionnant. Bravo. Le thème de votre rencontre demain tourne autour de l'entrepreneuriat féminin. Alors, c'est assez spécifique. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce qu'il y aurait un entrepreneuriat masculin et un féminin? En quoi est-ce que le fait d'être une femme engagée dans le business est marqué d'un particularisme? Qu'est-ce qui fait votre différence? Moi, je suis également dans les affaires, petites affaires, bien sûr. Alors, c'est quoi la différence? Parce que pour moi, c'est l'entrepreneuriat tout court. Mais dans votre cas, on parle d'entrepreneuriat féminin. Pourquoi? Alors, je prends la parole. Oui, allez-y. On parle d'entrepreneuriat féminin parce que ce sont des femmes aujourd'hui qui sont mises en avant. Nous, ces femmes-là, si c'était des hommes, ils allaient parler d'entrepreneuriat masculin. Je n'ai jamais entendu, mais bon. Non, s'il y en a, bien Ah ouais? sûr. Monsieur Stanislas Désier, par exemple, quand on parle de lui, on parle d'entrepreneuriat masculin. Donc, lorsqu'on parle d'Alice Niaparo-Dessim, ce sont des femmes. Donc, on va parler d'entrepreneuriat féminin en espérant cibler, en particularité des jeunes femmes. On somme des jeunes hommes aussi, pourquoi pas. Mais vu que ce sont des femmes aujourd'hui, c'est le Elle Magazine qui nous met en avant. C'est par rapport à notre cover, voilà, qui a été fait dans le mois d'octobre. Donc c'est tout ce contexte-là, en fait, qui fait qu'on parle d'entrepreneuriat féminin. Sinon, l'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Non, en fait, j'avais bien compris, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles vous êtes confrontée en tant que femme quand vous vous engagez dans les affaires? C'est vrai qu'au départ, pour l'entrepreneuriat avec les femmes, les femmes étaient tout de suite étiquetées. Les femmes doivent rester à la maison, les femmes elles doivent prendre soin des enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, on est sorti de ces stéréotypes. On sort de ces stéréotypes et on met la femme en avant. On a l'habitude de dire qu'une femme, quand elle commence quelque chose, elle va jusqu'au bout. Bon, je veux dire, vous les hommes, les gens... Certains hommes aussi. Oui. Voilà, faut rééquilibrer un peu. Bien sûr. Donc, je veux dire, on a l'impression que pour les hommes, ça coule de source. Et je pense que c'est un stéréotype. Les femmes sont tout aussi battantes que les hommes, sont tout aussi fortes que les hommes. Aujourd'hui, on retrouve des femmes dans des métiers dits pour les hommes. Donc, il n'y a pas de raison. Pour moi, en tout cas, l'entrepreneuriat féminin, c'est vrai, je pense que c'est juste pour encourager les femmes, parce que longtemps, elles sont restées en arrière. Donc, c'est juste pour les encourager, pour leur dire... Et justement, cet engagement, c'est Sephora Kojo, donc à travers la Fondation Cefis qui l'a porté. Qu'est-ce qu'elle a apporté à chacune de vous dans vos business, donc Alice et Christelle? Moi, j'avais déjà commencé à répondre. C'est, comme je disais, c'est sa présence, ce sont ses conseils. Et c'est son réseau qu'elle partage avec nous. D'accord. Je veux dire, en plus, elle permet aux entreprises, surtout aux entreprises qui débutent. Moi, bon, pour mon cas, pour moi, ce n'était pas le cas. Mais pour les entreprises qui débutent, elle leur permet d'avoir leur marque, de pouvoir se poser, de pouvoir mieux gérer leur entreprise et puis de se lancer vraiment sur le marché. Et pour ajout, c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on est
qu'on est sur le plateau. Donc, Et- elle nous permet également de Tout à faire fait. connaître Oui. notre travail. Et en cover du Elle Magazine également, Ouais, c'est et également grâce à elle. panéliste du Elle Talk également. Isabelle, est-ce que tu aurais une question? Oui, alors Christelle, Alice, moi je suis particulièrement fière quand je vois des femmes qui sont entreprenantes et qui finalement deviennent plus ou moins des modèles pour d'autres femmes également. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi envie d'entreprendre, mais ils n'ont pas en fait l'idée. Ils ne savent pas dans quoi entreprendre exactement. Alors Alice, toi, tu revisites en fait l'habillement à travers le pagne qu'on connaît déjà. Christelle, toi, tu revisites en fait les beignets qu'on connaît également. Donc, comment est-ce que vous arrivez à prendre l'existant? Comment est-ce que l'idée vous est venue de prendre déjà l'existant et d'innover à travers ça en fait? Finalement, on a envie de se dire, on ne refait pas l'eau chaude, quoi. Mais comment vous arrivez en fait à faire de ces choses-là des Christelle, réussites? déjà, puisqu'on parle d'eau chaude, Christelle, beignet. Alors moi, à la base, comme je l'ai dit, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc moi, Cette à la fibre base, était déjà là. Voilà, j'ai déjà la fibre entrepreneuriale. Donc je sais flairer un peu ce qui ne se fait pas et j'essaie de mettre en avant ce qu'on ne voit pas. Donc c'est un peu sur cette base-là que je vais. Je suis entrepreneur aussi dans le bâtiment et aussi dans l'agriculture, notamment la culture du poivrier. Donc j'essaie de faire ce qui ne se fait pas. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai. Mais aussi, pour ce produit-là, par exemple, j'ai eu le coup d'œil, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où j'ai vu une dame, sur un consommateur averti, où j'ai vu une dame qui cherchait des jaunes, par exemple. Qui cherchaient des... Jaunes. Ce sont des beignets. Les beignets jaunes avec les vermicelles. Voilà. Isabelle ne connaît pas ça. Aller-retour. C'est une je chocotte. Non, il y a aller-retour et puis il y a ça. Voilà, Il y a aller-retour, quoi? il y a le poisson à Il y a l'intérieur. Beauphoto. Là, c'est vermicelle Ah, avec- Beauphoto, c'est rouge, c'est C'est ça. ça. Il y a Tratra, Aller-retour. aller-retour. Tu vois, je fais genre, hein, t'as vu? Est-ce que les noumis, c'est avec le lait? Vous avez prévu le lait, non? Vous avez prévu le lait. Laissez tomber Alain. Oui, Alice. Alors, moi, c'est la passion. J'avais pas, au début, j'avais pas forcément l'idée Avec la passion, on d'avoir, apprend tout, hein, finalement. Oui, j'avais pas forcément l'idée de créer ce business. Je faisais un peu de tout. Voilà, parce que j'avais pour moi l'envie de devenir indépendante financièrement très vite. Parce que j'ai vu une maman qui travaillait elle-même. J'ai une maman veuve, donc qui travaillait elle-même, qui faisait tout elle-même. Donc, j'ai appris en fait que c'était la femme. Dans mon éducation, en fait, c'est la femme qui prend soin de la famille. Donc, très vite, j'avais envie d'être entrepreneur. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu travailler dans un domaine qui me passionnait. Lorsque je présentais mes articles par le digital, je ne m'attendais pas forcément à ce que autant de monde aime, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est ma passion qui m'a choisi finalement. Alors, Élisée, je crois que tu as une toute petite question. Oui, moi, Avant c'est très souvent on entend parler, hein, quand on parle d'entrepreneuriat, je suis parti de rien, j'ai réussi. Et on voit qu'elles elles ont eu des idées. Moi, aujourd'hui, parce que de plus en plus les jeunes, c'est vrai, s'intéressent à l'entrepreneuriat, délaissent un peu, je ne dirais pas abandonnent, mais essaient de quitter sur la voie classique du fonctionnariat pour vraiment faire ce qu'ils aiment et tout ça. Quels sont, selon vous, si on devait vous dire un secret, c'est-à-dire la personne a l'idée, mais le secret déclencheur pour vous, c'est quoi? Un secret, Déclencheur très pour vous. rapidement. Moi, c'est de croire. Pour moi, croire. c'est la pérennité. Ok. Voilà, il faut Un croire. secret? Pour moi, la confiance en soi et la confiance en Dieu. Confiance en soi, confiance en deux. Alors, je pense qu'il faudrait quand même qu'on Oui. parle un peu de Rapidement. l'événement, les grandes articulations de D'accord. l'événement. Enfin, le magazine, elle, vous a décrit en 5 mots. Vous allez en retenir un et puis nous dire si vous y reconnaissez. Futuriste, forte, courageuse, inarrêtable, ambitieuse. Lequel de ces 5 mots vous... Les 5. Les cinq. C'est aussi une réponse. Et vous, hein. un seul qui pourrait vous caractériser? J'ai pas. Vous pouvez reprendre. Non, s'il vous allez vous plaît. personnellement. Est-ce que vous C'est êtes forte. ambitieuse, courageuse? Elle vous te êtes- demande de Ah oui, reprendre. d'accord. Futuriste, forte, courageuse, inarrêtable, ambitieuse. Moi, je dirais futuriste. Futuriste, c'est très bien. Vous Alors, projetez. on fait Pourtant, quand moi, même... je trouve en elle plutôt inarrêtable. Ça veut Bon, dire sans elle qu'il n'y a rien qui peut On les peut, arrêter, en fait, ensemble, alors. on peut ensemble quand même faire un Très coucou bien, à c'est Sarah ça. Fayoumi qui réussit quand même à les Merci. mettre en lumière à C'est travers ça. tout le travail avec ses équipes, bien sûr, qui a été fait donc, sur le magazine Elle Côte d'Ivoire et sur le Elle Talk, donc qui aura lieu demain. Donc c'est demain, le thème, on le rappelle, c'est entrepreneuriat féminin, la magie de nos rêves. Est-ce que vous savez un peu les grandes articulations? Est-ce que vous pouvez nous vendre un peu cet événement pour qu'on ait envie d'y aller? Ah, mais il faudrait y aller, hein. Il faudrait venir si vous avez le temps, on vous invite. En même temps, c'est un moment pour nous, c'est un moyen pour nous de motiver les jeunes femmes, les jeunes hommes qui viendront,
On veut leur donner envie de croire en eux. Ah, d'accord, les jeunes hommes peuvent venir en fait. Bien sûr. Ah, ok, d'accord. On viendra alors. Voilà, de croire en eux. On a dit les jeunes hommes. Ah, les jeunes, bon, d'accord. L'objectif, en fait, c'est que nous sommes dans les fêtes de fin d'année. Il y a plusieurs personnes qui sont découragées parce que tout ce qu'ils attendaient de cette année, Donc c'est vraiment un peu voilà, le résultat n'est pas top formateur. et tout. Donc nous, on veut vraiment leur donner envie de croire en eux, de croire en elles et de croire en leurs rêves. Moi, je voudrais ajouter de croire en Dieu parce que la grâce aussi, c'est très important de l'avoir. C'est vrai. Et Christelle, un dernier mot pour nous convaincre. Il ne faut pas se décourager. Comme elle l'a dit, il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Comme il a dit, l'inarrêtable. Il ne faut pas se donner des barrières. Ouais. Yes. Ouais. Entrepreneuriat féminin, la magie de nos rêves. Donc c'est demain au Elle Talk à partir donc le jeudi 22 décembre. C'est bien demain. Donc je me trompe pas de date. Hein. C'est ça. Oui, demain. Et c'est un événement organisé par toute la team donc de Elle Côte d'Ivoire qu'on salue et qu'on remercie. Et nous on remercie également nos charmantes dames qui étaient là. C'était la girl power quand même sur le plateau. On a envie de garder cette ambiance donc on revient tout à l'heure juste après ce téléban. On est toujours sur le plateau du Grand Talk et on est content d'être avec vous ce soir. Merci infiniment à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent si fidèlement tous les soirs. Donc je rappelle qu'on est avec Daouda. Voilà, non, tu sais quand ça tourne. Comme ça. Voilà. Élisée, mais t'as pas de veste. Il met pas ses idées en Oh ordre. là là. Les idées sont toujours en note. Isabelle, un petit pas de danse. Ah non, pas ce soir. Non, pas ce soir, ok. Non. Alain, Ou bien plutôt le titre en fait. Alain toujours dans son aristocratie. Non, Ah tu non, vas mais tu ne me prends faire pas de ça. notes aujourd'hui, non? Ah ben si, mais Tu es passé au digital. j'ai une bonne mémoire. Une très bonne mémoire. Alors nous aussi, on a une bonne mémoire puisqu'on se souvient quand même encore de cette affaire de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et c'est tout un plein j'ai envie de dire, de négociations qui se font. On a toujours des personnes qui viennent pour essayer de demander la libération, demander qu'est-ce qui se passe parce qu'on a encore le secrétaire général des Nations Unies, donc Antonio Guterres, tu me dis si je me trompe parce que je ne suis pas portugaise, donc qui a demandé encore une fois aux autorités maliennes de libérer les soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier. Qu'est-ce qui coince, Alain? Cela fait exactement un peu plus de 5 mois et demi que ces Ivoiriens sont détenus. Au départ, ils étaient 49, 3 ont été libérés, trois femmes, il y a quelques semaines. Et puis à la suite de la CEDEAO qui avait pressé les autorités de Bamako de faire un geste de bonne volonté en remettant en liberté nos compatriotes, c'est maintenant le patron des Nations Unies qui demande publiquement leur libération. Ce qui coince, c'est que les négociations n'avancent pas puisque Bamako et Abidjan ne se sont toujours pas mis d'accord sur la façon dont il faut procéder et puis n'ont pas encore vidé le fond de ce contentieux-là, puisque chacun reste arc-bouté sur sa position, sur sa version concernant les motifs de l'arrestation de nos compatriotes. Et Élisée, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour qu'il y ait une décrispation quelque part? Parce que si chacun reste sur sa position, à un moment où se situe l'abus, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change? Quel serait le pas qu'il faudrait avoir? Bon, je pense que pour ce qui me concerne, en termes de procédure, je crois que la procédure a été entamée. C'est celle déjà d'avoir des médiateurs, parce que je suppose que c'est deux parties en conflit, Abidjan et Bamako, qui s'entrechoquent en fait à une situation. Donc, dans ce cas de figure-là, la procédure, c'est d'avoir un médiateur. Et le médiateur était trouvé en la personne du président Yassimbe, le président fort du Togo, et qui, en tout cas, a prêté ses bons offices pour cette médiation. C'est vrai que depuis un certain moment, ça coince un peu. Le tout dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO a demandé encore à Bamako de libérer les soldats avant le 1er janvier 2023. Et là, c'est Guterres, à l'occasion de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la conférence de presse annuelle au niveau des Nations Unies le 19 décembre dernier, qui a réitéré ce fait. Il a reconnu dans ses propos qu'il y a eu des problèmes bureaucratiques, qui ont coincé, qui certainement peuvent être mis en avant par les autorités maliennes. Mais il estime que ce n'est pas suffisant pour que ces soldats-là soient bloqués là-bas. Donc il faut qu'on les libère. Moi, je reste fondamentalement convaincu que contrairement à ce que beaucoup penseraient, des choses sont en train de se faire dans le silence. Moi, je pense. Et comme je l'expliquais ici sur le plateau la dernière fois, je crois que si la CEDEAO a souhaité que les soldats soient là avant le 1er janvier,
c'est que certainement il y a eu des signaux. Moi, je pensais qu'il y a eu des signaux et que ces signaux-là sont en train d'être activés. Mais Isabelle, le Mali continue d'avoir en détention ces soldats ivoiriens au risque de s'exposer à de constantes sanctions. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bah, écoute, il n'y a pas de réelle explication en la matière parce que si les États-Unis même se mêlent de ce dossier-là, ça veut dire que ça a atteint un niveau diplomatique assez élevé. Donc là, on est en période de fête. Qui dit fête dit pardon, partage, etc. Donc il serait bon, en tout cas, que nos soldats puissent rentrer à la maison le plus tôt possible, comme l'a bien signifié en conférence de presse le secrétaire général de l'ONU. Daouda? Bon, moi, quand j'écoute le secrétaire général de l'ONU, en fait, je vais dire, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Mali reste jusqu'à présent arc-bouté sur sa position. Parce que dès l'entame, lorsque nos soldats avaient été arrêtés au Mali, ils ont dit qu'ils n'ont pas été envoyés par l'ONU. On attendait tous la réaction de l'ONU. Finalement, on a la réaction de l'ONU jusqu'à son chef, son dernier chef. Il ne sait pas qu'est-ce que le Mali attend finalement pour les libérer. Mais bon, je pense que la junte malienne reste toujours bloquée dans sa situation parce qu'ils ont tenu un discours populiste pour haranguer la population malienne. Du coup, je veux dire, ils sont aujourd'hui... Une question d'honneur? Voilà, il y a une question, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, cette question de nos 46 soldats, il n'y a pas de l'ego qui est rentré au milieu finalement? Je voilà. ne pense pas. Le dossier est trop sérieux pour que ce soit les ressentis personnels qui gouvernent des décisions, quand même. Mais en même temps, le dossier est trop sérieux, mais n'est pas forcément traité avec assez de sérieux, parce que finalement, on met entre griffes la raison de la détention, qui est soi-disant le fait que ce soit des mercenaires, mais on n'a encore pas de preuves, en fait, on n'est pas dans une procédure forcément très claire, tout est très flou. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que l'ONU, quelque part, avait abandonné les autorités ivoiriennes, puisque dans les premières heures, lorsqu'il fallait clairement se prononcer sur le statut de ces personnes-là et leur raison d'être au Mali, l'ONU a longtemps tergiversé. Il y a eu des discours controversés. Voilà, des discours controversés. Quand le 19 septembre, à l'ouverture de l'Assemblée générale, en marge en tout cas de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, M. Guterres lui-même fait des déclarations contradictoires, on se pose quand même des problèmes. Contradictoires? Oui, sortez son verbatim. Il a parlé le 19 septembre sur le statut de ces personnes. Ensuite, le 21 septembre, il a dit le contraire de ce qu'il avait affirmé. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand on est une organisation internationale, il faut savoir imposer la paix et puis imposer aussi une stratégie. Mais est-ce que finalement, Alain, ils ne sont pas revenus, Antonio Guterres n'est pas revenu à de meilleurs sentiments? Moi, il dit clairement. Je crains que ces propos soient juste un service minimum, c'est-à-dire une déclaration juste pour accompagner les autorités ivoiriennes, parce qu'en fait, la vraie réponse, la vraie solution viendra de Lomé. Le dialogue entre les Ivoiriens par l'intermédiaire. Mais en fait, je vais revenir à ma question de départ. Qu'est-ce qui coince finalement? Parce qu'on se retrouve avec un pays qui fait un bras de fer avec des institutions internationales. Pas seulement que la Côte d'Ivoire. Voilà, avec des institutions internationales. C'est pour ça que je demande qu'est-ce qui coince? Parce que veut le Mali, comme parce dirait que finalement, certains comme le dit ce que Ryan a dit tout à l'heure, la CEDEAO a donné un ultimatum. Je pense qu'on en a parlé sur ce même plateau. Il dit qu'il faut les libérer. Sinon, mais ils ne sont pas allés au-delà de ça. Aujourd'hui, l'ONU qui dit qu'il faut les libérer parce que des problèmes bureaucratiques ne peuvent pas faire emprisonner des gens jusqu'à ce jour. Je pense, pour ma part, que si le Mali ne fait pas un pas vers la libération de ces 46 soldats, je crains que le Mali ne s'isole de plus en plus. Naturellement. Voilà. Alors, tu parles d'un pas, mais est-ce qu'il suffit de faire un pas? Que prévoit la loi, la justice dans cette affaire? Parce que, je le dis, il y a quelque chose de flou quand même. Quand on sait qu'on n'a pas encore les preuves et qu'ils continuent d'être détenus, est-ce que la loi prévoit justement qu'ils soient détenus alors qu'on n'a pas de preuves certaines et qu'ils ne sont pas prononcés coupables, j'ai envie de dire? La loi du Mali. De quel pays du Mali? Sur la détention préventive, je pense que de toutes les façons, la justice a forcément, comme on dit, est un peu drapée de politique. Voilà, ce n'est plus une justice ordinaire. Voilà, il y a une affaire diplomatique entre deux pays avec des médiateurs ONU, Togo, CEDEAO. Et ce que je voulais dire à Daouda, excusez-moi, mais la politique de sanctions, elle n'a jamais produit grand-chose. Ce qu'on a prôné sur ce plateau, en tout cas moi, c'est qu'il faut créer les canaux
des discussions. Sans doute que cela Et existe. ils existent, mais ils n'aboutissent pas Mais forcément. il faut continuer. Quand on se retrouve Voilà. avec des institutions internationales qui interpellent Oui, un Mali. mais c'est parce qu'elles n'ont plus de légitimité. Je veux dire, si l'ONU avait une force, on en aurait terminé avec cette affaire de djihadisme au Mali. C'est parce que ces institutions internationales qui interfèrent dans les relations entre pays africains ont toujours montré qu'elles n'étaient pas toujours Elles ont efficaces. perdu en crédibilité. Exactement. Donc, la solution aujourd'hui est entre les mains de la CEDEAO et du Togo, qui est le médiateur. Et moi, je pense qu'il faut continuer à discuter de part et Jusqu'à d'autre. quand, Alain? Non, il n'y a pas de limite. Tant que le résultat recherché est la libération de nos compatriotes, si cela doit mettre 24 heures, 48 heures ou même 1 ou 2 semaines, il faut continuer parce que la politique des sanctions n'a jamais produit Mais moi, je aucun m'inquiète, résultat. Alain. Je m'inquiète pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans cette situation de négociation où on fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Isabelle, quelle Dans la devrait être mesure- l'issue Oui. Quelle devrait Alors, être l'issue L'issue, Essayons d'aller sur des schémas de solutions. si les soldats ne sortent pas après, en tout cas le 1er janvier, je crains en tout cas que le Mali risque des restrictions. Parce qu'on est Au quand même niveau à du- plus de 5 mois qui est prévu. de détention. Oui, voilà, c'est ce qui est ils prévu. vont avoir des restrictions parce Des que sanctions, depuis, économiques et autres, tout ça. 5 mois. oui, on dépasse même à peu près les 5 mois. Depuis plus de 5 mois à peu 5 près. mois et demi. C'est Voilà. depuis le 10 juillet. C'est ça. Depuis plus de 5 mois, on est dans les négociations, mais qui jusqu'à ne semble quand pas aboutir Voilà, et qui ressemble plus à un exactement. bras de fer qu'à une négociation. Donc, d'où je Donc, parlais d'égo. Ouais, Élysée, Moi, je ne donnerai pas de solution, j'ai tout trouvé. Mais moi, je voudrais juste faire une adresse via ce plateau aux autorités maliennes. Vous savez, moi, je pense qu'il faut que les autorités maliennes comprennent une chose. On est dans une communauté sous-régionale. On est des hommes, des humains. Il y a des niveaux de torture, il y a des niveaux de maltraitance qu'il ne faut pas aller. Je ne dis pas qu'ils maltraitent les soldats, mais le fait de les priver de leurs parents pendant de la 5 maltraitance, mois, quelque depuis, part. voilà, une maltraitance psychologique des parents de ces personnes. Si vous estimez à un certain moment que ces soldats, pour vous, n'étaient pas clairs, et c'est ce que vous avez dit dès le début, les preuves ont été données par A plus B, que ce sont des soldats. Peut-être que les choses ne sont pas faites, comme Guterres le dit, il y a eu certainement des soucis bureaucratiques qui ont été faits. Mais si c'est vrai qu'il y a eu des soucis bureaucratiques qui ont été faits, et que c'est reconnu, mais on passe à autre chose. On ne restera pas éternellement dans une telle situation. Parce qu'en fait, Et au j'aimerais final, rester même sur ceux ces qui mots. vont vous soutenir, Ouais. arrivé un moment, seront seront fatigués. exacerbés. en c'est fait. sûr. Et Voilà, donc, seront irrités, on reste seront, sur, voilà. on passe à autre chose. Franchement, je pense que c'est ce que nous aussi on devrait Oui, il faire. faut- En attendant, faut qu'il y ait un c'est peu la période d'humanité de dans les Noël. gestes, quoi, dans Donc les je pense qu'on peut activités. quand même évoquer, on peut avoir une petite liste à envoyer au Père Noël. Et sur la liste, on va écrire en grand « Libérer nos 46, nos 46 soldats ». Et puis on espère que le Père Noël sera un meilleur médiateur. Peut-être que c'est le cadeau de Noël aussi que prévoit Assimi On Goïta attend. Sûrement. au président Et en Ouattara, peut-être. attendant- Peut-être c'est le cadeau de Noël, voilà. En attendant de savoir la réponse du Mali quant à ce souhait que nous évoquons, on retrouve Sharon Camara pour le journal télévisé. De retour sur le plateau du Grand Talk, toujours aux couleurs des célébrations de cette fin d'année. Je vais commencer par Alain. Donc on a avec nous Alain Toussaint. Merci, Ayana. Un peu d'énergie, hein, les gars, quand vous Allez, applaudissez. allez, vamos. La magnifique, la belle, la guincheuse Isabelle Vauvor. Donc, Isabelle qui d'ailleurs va nous inviter à dîner pour Noël. Oui, sauf Daouda parce qu'il a refusé mon Oh, invitation. preuve de l'irresponsabilité Non, d'Isabelle. mais tu l'as fait devant toute Il la a nation refusé ivoirienne. mon Tu as refusé invitation. Oui, à je manger refuse à parce que Noël. c'est de l'irresponsabilité. Quelle responsabilité Élisée, Élisée, tu dis, seras c'est là pas du coup. Ben non, Il va en famille à chez moi, l'église. chez moi. Élisée, tu passeras au dîner quand même. mais je veux saluer la famille. Donc, si j'ai invité, je veux saluer la famille. Qu'est-ce que tu as? Je veux saluer la famille de Bobo. Donc on retient quand même que Daouda, il est là, mais il ne sera pas au dîner. Non, je ne vais pas au dîner, mais bon, je vais essayer de voir Alain. Peut-être que c'est dans sa sacoche pour aller sur le littoral. Une grande sacoche, en Dans la tout cas. bourgeoisie. Une très grande sacoche. Et on a aussi sur le plateau un invité, et non pas des moindres, c'est un invité de marque. Il s'agit de son Excellence Monsieur Michael Wimmer, et je le prononce très bien. Il est ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. Donc là, on a pris l'avion, on vient d'arriver en Belgique. Et c'est dans le cadre donc, de la célébration des 61 ans quand même de coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de dresser quand même un petit bilan de ces relations, j'ai envie de dire, diplomatiques, culturelles, et tous les engagements hein, que la Côte d'Ivoire et la Belgique ont en commun. Absolument. Mais comment j'espère d'abord va- que je serai invité au dîner. Bah oui, non mais franchement, si lui n'est pas invité, qui est invité? Qui est invité? Avec plaisir. Donc comment déjà va la relation entre la Belgique et la Côte d'Ivoire? Alors les relations sont vraiment excellentes. Vous dites 61 ans, la Belgique est le 5e pays à avoir reconnu la Côte d'Ivoire.
Ce sont donc des relations historiques, de longue date, mais de relations renouvelées avec, sur le plan économique. La Belgique est le deuxième investisseur européen ici en Côte d'Ivoire. La relation commerciale évolue de manière spectaculaire. Sur le plan culturel aussi, sur le plan du développement. Ce sont donc des relations de longue date, mais des relations, vous savez, comme de vieux amis qui se retrouvent et font de belles choses ensemble. Naturellement. Et je pense qu'on ira en profondeur un peu sur les différents pans de ces relations-là. Alain, est-ce que tu as une question? Alors, justement, 61 ans de coopération entre les deux pays. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui caractériser cette relation-là? Qu'est-ce qui fait le ciment de cette relation entre la Je Côte dirais d'Ivoire que et la Belgique? les principaux artisans de cette relation, ce sont nos deux peuples. Le peuple ivoirien, le peuple belge, avec en Belgique officiellement 5 000 Ivoiriens, mais en réalité plusieurs dizaines de milliers de personnes, de membres de la diaspora ou personnes d'origine ivoirienne. Ici en Côte d'Ivoire, environ 1000 Belges qui vivent ici et qui animent en fait ces relations. Et donc ce sont des relations d'amitié qui sont animées au jour le jour par ces deux populations. Et juste des mots, sur le plan de l'éducation aujourd'hui, combien d'étudiants ivoiriens dénombrez-vous, peut-on dénombrer dans les universités belges? Alors, nous avons, je pense, quelques dizaines actuellement dans les universités belges, mais nous avons plusieurs centaines, voire milliers d'anciens étudiants ivoiriens dans des universités belges, des étudiants ivoiriens qui ont vécu en Belgique et qui sont revenus ici en Côte d'Ivoire. Nous les avons regroupés dans une association d'alumni, d'anciens étudiants. Ils ont toujours un cœur pour la Belgique, pour les frites. Oui. Et me rappellent parfois, quand j'ai des échanges avec eux, le froid qu'on a parfois en décembre quand on vient en Belgique. Mais la chaleur humaine, je pense que ça, c'est vraiment important. Élisée? D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que la Belgique est le deuxième investisseur européen en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une idée estimative aujourd'hui du niveau d'investissement de la Belgique en Côte d'Ivoire et éventuellement la balance commerciale aujourd'hui, elle se situe à combien? Alors, au niveau des investissements, je vais parler en euros parce que sinon ça fait trop gros. Mais en euros, on est dans plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, quand même de très gros investissements. Si on pense par exemple à des sociétés comme Siinvest, par exemple, qui gère le terminal minéralier, à une société comme Basics, qui ont construit la Tour F ou qui participe aussi à... Et justement, sur cette même question, j'allais demander, si on regarde un peu la répartition de ces investissements, quels sont les secteurs prioritaires? Alors, ces investissements sont dans de très nombreux domaines. On parle du portuaire, de la construction, mais aussi agricole. On a des entreprises agricoles qui emploient beaucoup de monde. Au total, les investissements belges, alors les montants sont importants, mais je pense que ce qui est encore plus important, ce sont les Ivoiriens qui travaillent, qui bénéficient finalement de ces investissements belges. On parle d'environ 30 000 personnes qui bénéficient des investissements belges, qui ont un emploi grâce à ces investissements. Et ces investissements, en général, ces sociétés sont présentes ici parfois avec 1 ou 2 expats. Mais sinon, le personnel est vraiment constitué essentiellement d'Ivoiriens. Et la à balance 99%. commerciale, elle est à quel niveau? Alors, elle est stable? Parce que quand même, on a d'excellentes relations. Je prends un exemple, par exemple, avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, les autorités ivoiriennes et américaines reconnaissent qu'au niveau de la balance commerciale, c'est encore très, très faible, qu'il faut améliorer. Donc peut-être avec la Belgique. Alors j'ai vérifié la balance commerciale juste avant de venir. Et les nouvelles sont bonnes, comme on dit ici. Voilà. Les nouvelles sont bonnes. On a, rien que pour les 9 premiers mois de l'année 2022, dépassé l'année 2021. Avec plus d'1 milliard d'euros de balance commerciale. Une balance qui bénéficie à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire exporte plus vers la Belgique que la Belgique exporte vers la Côte d'Ivoire. Mais les deux chiffres sont en augmentation, principalement des produits agricoles. Et donc, ce sont de très très bonnes nouvelles finalement pour la Côte d'Ivoire. Isabelle? Alors, on parle de 61 ans de coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Vous-même, en tant qu'ambassadeur, ça fait 3 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez vécu la période du mois d'octobre 2020 ? Quel est votre regard aujourd'hui sur la politique ivoirienne et comment est-ce que vous appréhendez les élections locales à venir en 2023 ?
Alors je pense que les élections sont toujours un moment important pour un pays, en fait. Le fait, on doit d'abord se réjouir que des élections aient lieu. Il y a des pays où on n'a pas d'élections. C'est clair. Et donc, même si parfois on a des difficultés dans les pays avec des élections, et on sait qu'il y a eu quelques tensions à la faveur des élections présidentielles la fois dernière, le fait qu'elles aient pu avoir lieu, le fait que le résultat au final a pu être reconnu et qu'on a pu réinstaller un président, c'est important pour un pays. L'autre bonne nouvelle, et je pense qu'elle est encore meilleure, c'est que finalement, malgré quelques tensions lors des élections présidentielles de 2020, on a vu que par un processus de dialogue, d'inclusion, on est parvenu en 3-4 mois à organiser des élections législatives inclusives, les plus inclusives, je pense, de l'histoire ivoirienne. Et donc c'est vraiment peut-être le génie ivoirien, le fait de s'être réconcilié, d'avoir organisé ces élections dans de bonnes conditions finalement, et avoir créé la base du développement futur. Et comment vous appréhendez du coup les échéances des élections locales à venir en 2023, l'année prochaine? Je pense avec optimisme. La Côte d'Ivoire je pense, a pris les leçons des crises précédentes. Et donc c'est avec beaucoup d'optimisme que je regarde le futur ici en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens ont tout pour faire de ces prochaines élections un grand scrutin, un grand moment de la démocratie. Daouda? Moi, j'aimerais revenir sur en fait, la coopération, puisque vous disiez tantôt que vous êtes le deuxième pays européen à investir en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelque part, vous ne profitez pas un peu de l'hégémonie française, puisqu'il n'y a pas de barrière de la langue entre la Belgique et la Côte d'Ivoire? Oui, absolument. On dit souvent que... Ça reste un avantage, on va dire. On dit souvent que les Belges sont francophones sans être français, donc on cet accès, même si évidemment nous avons un vol direct vers la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et Bruxelles, ce qui aussi est un avantage, mais oui, nous avons une langue en partage, et donc c'est certainement un avantage. Nous comprenons, et puis la Côte d'Ivoire, vue de l'extérieur, a le gros avantage aussi d'avoir le français comme langue maternelle commune. D'accord. Alors moi aussi j'ai un petit élément à partager, la régie nous fait cadeau, donc Excellence. Excellence, je pense que là, vous venez de signer votre bail pour rester en Côte d'Ivoire. Non, mais moi j'ai quand même besoin d'explications. J'ai quand même besoin Donc il y a la première explication déjà de quoi parle cette vidéo, mais ensuite vous allez nous expliquer derrière, vous savez la porte là du Baka, il se passe quoi derrière? Parce qu'on rit, mais il se passe quoi derrière? Non, alors justement, donc l'idée de cette vidéo était vraiment de... Je disais que justement nos deux peuples sont vraiment les vecteurs de cette relation, avant tout. Et donc, quelle meilleure manière d'illustrer ces relations que parce que ce que vivent les Ivoiriens tous les jours, c'est-à-dire les transports, et notamment les Baka. Et donc, voilà, c'était de montrer ça, c'était de le décorer. Donc, vous avez vu que j'ai participé à la décoration. J'ai vu ça, oui. Décoré aux couleurs de la Belgique et de la Côte d'Ivoire, avec plusieurs symboles de la Belgique et de la Côte d'Ivoire. On voit notamment le Manon Kempis, la petite statuette. Alors, si vous allez un jour à Bruxelles et qu'on vous dira d'aller voir le Manon Kempis près de la Grand Place, donc vous attendez à une immense statue et finalement c'est tout petit comme ça. Et ça illustre bien ce qu'est la Belgique. On ne se prend pas au sérieux, on rigole. C'est un peu l'idée du film aussi. On a les Gilles de Binche aussi sur le Baka. C'est un personnage du folklore
belge du carnaval, hein, en fait. Et donc, voilà, on voit aussi les ponts d'Abidjan. Et du coup, ce véhicule est mis en circulation? Alors, ce véhicule, on l'utilise pour lorsqu'on va à certains événements, etc. On ne le met pas vraiment. Je n'oserais pas être en concurrence avec les apprentis Baka locaux. L'anecdote du dessin sur la porte arrière de ce Baka. Oui, donc c'est le Mannequin Pis, hein, comme vous voyez. C'est la fontaine. La fontaine, ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette petite statuette qui n'a jamais été aussi grande, hein, parce qu'en réalité, elle est donc toute petite. C'est vraiment ça. C'est montrer un peu ce qu'est la Belgique. C'est toute l'équipe de l'ambassade que vous voyez là-bas. Aussi avec notre représentant d'Enabel, l'agence de développement. Donc, Daouda et ensuite Alain. En fait, quand je vois... L'autre Daouda. L'autre Daouda, pas le sentimental. Non, mais je reste sur le sentimental. C'est vrai, quoique vous avez un point en commun. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est que quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait penser à l'ambassadeur d'un autre pays, un ancien ambassadeur des États-Unis. Je sens que vous êtes, après 61 ans de la coopération, vous voulez le renforcer aussi culturellement? Bah absolument, je pense que on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est réseaux sociaux. D'ailleurs, la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux parce que vraiment, c'est le contact direct avec les Ivoiriens. C'est de faire en sorte de montrer ce qu'est la Belgique par un contact direct. Et je pense que c'est vraiment, s'il y a un message à donner, c'est ça. Nous on est des gens simples qui aimons rigoler, mais aussi sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est vraiment cette idée-là. Alors justement, on aime bien rigoler, mais il y a parfois des sujets qui fâchent entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Union européenne à propos du cacao. C'est ça. Et c'est quoi cette histoire d'embargo? Parce que notre cacao ne serait pas produit dans des conditions qui seraient considérées comme acceptables par l'Europe. Maintenant, vous imposez à celui qui produit vos conditions. Alors expliquez-nous. Alors je pense que ce n'est pas un sujet qui fâche, hein. Je pense que c'est un sujet justement sur lequel on doit travailler ensemble. Vous parlez d'embargo, mais il n'y a pas d'embargo en réalité. Hein. L'idée a été évoquée de ne plus acheter ou de poser non, des pas du tout. etc. Je pense en juin 2021, à Bruxelles, il y avait une réunion. Et là encore récemment, je pense que, en tout cas du côté européen, l'idée n'a jamais été de faire un embargo. Au contraire, ça a été finalement, c'est un problème. Le problème de la déforestation, ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de l'Union européenne, c'est un problème global. Et donc la question, c'est comment régler cela ensemble. Et donc il y a deux étapes. C'est fixer des conditions qui sont bénéfiques à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne. Hein. On parle pour le dernier texte qui a été adopté, alors il n'est pas encore tout à fait finalement adopté, mais en tout cas il y a un accord qui a été trouvé entre les institutions d'une date des références qui serait en 2020. Donc qui permettrait justement de ne pas retourner trop longtemps en arrière, hein, donc de travailler pour l'avenir et de fixer des règles, hein, de cesser la déforestation. Ce sera bénéfique pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs fixé une politique ambitieuse en la matière. Et puis deuxièmement, de fixer un cadre pour accompagner la Côte d'Ivoire. Et donc l'Union européenne est présente ici très fortement avec son équipe Europe, justement pour accompagner, pour faire en sorte que non seulement on dise ensemble où on veut aller, mais aussi pour travailler ensemble. Alors, justement, ce qui trouble quand même l'observateur, c'est que la plupart des sociétés qui exploitent ou qui exploitaient le bois sont des sociétés européennes. Donc, une fois qu'on a fini d'abattre les arbres, on dit maintenant il faut arrêter la déforestation et on impose des normes environnementales aux pays africains. Je relais des propos qu'on lit, même de la bouche qu'on entend. De la bouche de responsables africains qui ne comprennent pas aussi cette nouvelle façon de vouloir régenter des relations des pays. Voilà. Moi, je suis producteur. Je prends un exemple. Vous êtes acheteur, ou on peut faire l'inverse. Je n'ai pas à vous imposer mes normes. La façon de voir. Voilà. Donc, il y a quand même un problème au niveau de, comme on dit, de l'équité, de l'égalité. Parce qu'on parle de coopération, je pense que c'est un lapsus ici. On devait parler de partenariat entre la Belgique, l'Europe et la Côte d'Ivoire et les pays africains. Quand est-ce que l'Europe va-t-elle arrêter de vouloir imposer ses normes à ses partenaires africains? Est-ce que vous faites la même lecture? Non, pas réellement. Hein. Je pense que, alors vous posez une question rhétorique, je pense, mais je serais quand même plus optimiste que vous. Hein. Je pense, pour avoir parlé à de très nombreux dirigeants ivoiriens, y compris le ministre des Eaux et Forêts et d'autres ministres, je vois beaucoup d'ambition en Côte d'Ivoire en la matière, peut-être plus que vous n'en décrivez. Et je pense que cette ambition, elle doit être partagée. Vous parlez de partenariat, c'est important, mais il faut avoir une ambition commune. Et donc c'est ce que nous faisons.
en fixant ces normes de manière commune. On a des conférences internationales. La Côte d'Ivoire a accueilli une COP avec aussi des engagements très forts internationaux. Soutenons cela avec ambition, mais il faut aussi se donner des moyens et c'est ce que nous faisons. D'accord, Isabelle? Oui, alors un autre petit piment de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, j'ai envie d'évoquer en fait la question des visas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui estiment en tout cas que les procédures sont plus ou moins difficiles pour avoir un visa pour aller en Europe. Les délais en fait pour l'obtention du visa sont longs. Souvent, il n'y a même pas de réponse derrière. Voilà, très compliqué. Donc, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Comment ça s'explique déjà, pour commencer? Si on a des relations qui sont plutôt à leur plus beau jour, si tout va bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... voilà. Alors je pense que la question des visas est importante. Il faut parler de piment. Hein. On est en Côte d'Ivoire, on aime les piments. Hein. Donc c'est la petite dose. La petite dose, oui. Mais, non, mais les visas sont importants. C'est important de donner la possibilité aux gens de voyager. De notre point de vue, on essaye aussi que les délais soient raisonnables. Hein. Tant pour le rendez-vous que pour la décision des visas. Alors, si je peux donner un message aux personnes qui souhaitent demander un visa, c'est vraiment important d'avoir des dossiers les plus complets possibles, d'avoir des documents qui soient les plus authentiques possibles. On sait que parfois les gens, pour avoir encore plus de chance, se disent on va faire une réservation et puis on va annuler, etc. C'est contre-productif. Si vous faites une demande, vous dites voilà, je veux aller en Belgique parce que je veux aller en Belgique, je ne veux pas aller en Belgique parce qu'en fait je veux aller en France. Vous avez beaucoup de chances d'obtenir votre visa parce que notre intérêt, c'est que vous obteniez votre visa, c'est que les gens puissent voyager en Belgique puis rentrer ici. C'est important. Alors un très petit jeu, très rapidement. Élisée a une petite question, on va répondre en 10 secondes. D'accord, juste une petite question. C'est juste dans la filière café, vous évoquez à travers un article qu'on a lu dans la presse, cette coopération-là et cette volonté de la Belgique de soutenir la stratégie de la Côte d'Ivoire en matière de cacao durable. Et il est notamment sur la question de la rémunération des producteurs. Comment est-ce que vous comptez le faire de façon concrète? Alors, très concrètement, j'ai reçu vendredi une délégation de 4 sociétés. Un grand distributeur, type Carrefour, une société qui produit du chocolat, une ONG et une organisation qui facilite les choses. Ils ont été sur le terrain, ils ont dormi dans 2 villages pendant une semaine. Leur travail a été finalement d'améliorer les conditions de vie des producteurs. En 2 ans de projet, la rémunération du producteur a augmenté de 60%. Alors on n'y est pas encore, ce n'est pas suffisant, mais c'est pour démontrer que très concrètement, 2 ans 60%, 2 ans 60%, c'est important. Pour que très concrètement, il y a des solutions. D'accord. Et des solutions, il y en a aussi sur la question du visa, parce qu'il faut qu'on reste dessus. Donc vous promettez quand même de faire des efforts. Nous, on va faire un petit test. Live TV est là. Donc vous allez nous octroyer très facilement et très rapidement les réponses aux demandes de visa qui vont être lancées. Jamais et puis nous, on va faire le relais. Bruxelles, nous, on va faire le relais. On va dire à tout le monde, vraiment, voici notre expérience. On est allé vraiment, il a fait ce qu'il a dit. Parce que cet homme-là, quand il dit, il fait, comme on dit chez nous. Avec plaisir. Merci infiniment, Monsieur Michael Wimmer, d'être venu sur notre plateau, d'avoir fait confiance à Live TV. Et vous aussi qui nous regardez, merci de faire confiance au Grand Talk et de rester fidèles. Nous étions avec Daouda Koulibaly, Élisée Boloubeu, toujours Isabelle Vauvor, Alain Toussaint et moi-même Rayana Assi pour vous servir. On espère que d'ici demain, Brice reprendra sa forme naturelle. Et nous, en attendant, on vous souhaite une très belle fin de soirée.